Explication à distance, Joe Biden et Vladimir Poutine échangent virtuellement. Un sujet oppose les deux leaders, l'Ukraine. Plus de 100 000 soldats russes seraient massés à la frontière. On en parle avec notre invité Nicolas Tenzer. Qui participera aux Jeux de Pékin? Les Américains n'iront pas à un boycott diplomatique à cause de la question des droits de l'homme. La France ne se positionne pas et veut se coordonner avec les Européens. Le retour du masque dans les cours de récréation, le protocole sanitaire est renforcé dans les écoles françaises. Le gouvernement mise aussi sur le dépistage massif pour garder le maximum de classes ouvertes. Bienvenue à tous, Vladimir Poutine et Joe Biden se connectent. Les deux présidents ont virtuellement rendez-vous ce mardi pour parler de l'Ukraine. Kiev s'inquiète des ambitions russes. Moscou aurait effectivement déployé plus de 100 000 hommes à sa frontière. Et sur place, on craint une nouvelle invasion. Serine B. Gonfler le moral de ses troupes, c'est dans cette optique que le président ukrainien s'est rendu sur la ligne de front face aux séparatistes pro-russes dans la région de Donetsk, à un moment où les relations ne cessent de se dégrader avec Moscou. La Russie est accusée par Kiev et ses alliés d'avoir massé des troupes et des blindés à sa frontière avec l'Ukraine, et ce en vue d'une possible attaque. Le Kremlin dément, mais exige que Kiev ne rejoigne pas l'OTAN. De leur côté, les États-Unis ont prévenu. Si les Russes tentent d'envahir leurs voisins, ils feront l'objet de sanctions financières inédites. Washington, qui se dit prêt à stationner plus de militaires en Europe de l'Est, n'envisage toutefois pas pour le moment de riposte militaire directe en cas d'attaque. We made clear that we support Ukraine's right to decide its own future. No one else should have a veto over what NATO decides to do, what a country like Ukraine seeks to do. Ces menaces tombent seulement quelques heures avant un entretien en visioconférence entre les présidents Biden et Poutine. Мы имеем такие огромные авгиевы конюшни сейчас в наших двусторонних отношениях, что расчистить их вот так за несколько часов беседы вряд ли возможно. И поэтому давайте хотя бы надеяться на то, что лидерам удастся донести обеспокоенности друг для друга, четко сформулировать друг другу обеспокоенности и ответить на это. Après un entretien ce lundi soir, les dirigeants américains, français, italiens, britanniques et allemands se sont dit déterminés à ce que la souveraineté de l'Ukraine soit respectée. Et bonjour Nicolas Tenzer, et merci de répondre à France 24. Vous êtes politologue, professeur à Sciences Po, et vous avez écrit en 2011 chez Perrin Le Monde à l'horizon 2030, la règle et le désordre. On voit mal comment les deux parties pourraient s'entendre, comment cet échange pourrait faire évoluer les positions sur l'Ukraine. Écoutez, c'est évidemment très difficile à dire dans la mesure où, pour l'instant, la Russie de Poutine n'a respecté aucun des accords, quels qu'ils soient. Qu'il s'agisse d'abord du fameux mémorandum de Budapest de 1994, où la Russie, les États-Unis notamment, avaient signé que s'il n'y avait pas, si l'Ukraine rendait ses armes nucléaires, l'intégrité territoriale de l'Ukraine serait garantie. On sait qu'il n'en a rien été. On sait que la Russie est la première responsable de la non-application des accords de Minsk. Et on sait également que la Russie a quand même tué environ 14 000 personnes en Ukraine, que cette guerre au cœur de l'Europe depuis 2014 a déplacé 1,6 million de personnes. Donc on ne voit pas aujourd'hui Vladimir Poutine renoncer. Il considère en tout cas que l'Ukraine fait partie de son territoire. Un certain nombre de ses conseillers lui-même l'ont dit à certains moments en des termes on ne peut plus clairs. Donc aujourd'hui, la seule solution pour le président Joe Biden, c'est d'afficher un discours de fermeté absolue. Vous avez passé un certain nombre d'extraits, notamment Anthony Blinken, qui disait clairement qu'il y aurait de nouvelles sanctions. On sait qu'après la rencontre entre les deux hommes à Genève, Poutine et Biden, rien finalement de tangible n'est sorti. Aujourd'hui, il faut passer à une sorte d'étape 2 et dire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose d'inacceptable, que ce n'est pas la Russie non plus qui a décidé ou non de l'intégration future de l'Ukraine dans l'OTAN, et que l'Ukraine est un pays libre. Et c'est aussi un pays occupé, quand même, dans le Donbass, et la Crimée, et on le sait, est illégalement annexée. On va reparler de l'OTAN, mais d'abord, vous disiez que la Russie n'a pas respecté les accords de Minsk. Vladimir Poutine, lui, dit à l'inverse que les Ukrainiens n'ont pas respecté non plus les accords de Minsk, notamment sur l'organisation du scrutin dans le Donbass. C'était absolument impossible pour les Ukrainiens
d'organiser un scrutin dans le Donbass, dans la mesure où le Donbass est occupé aujourd'hui par les troupes russes, qu'il n'y a aucun espace possible pour la liberté, que tous les opposants à l'occupation ont été arrêtés et certainement torturés dans un certain nombre de prisons tenues par les Russes. Donc il n'y a pas de liberté, il ne peut pas y avoir d'élections sincères aujourd'hui dans le Donbass. Donc dans ces conditions, on ne voit pas comment l'Ukraine pourrait respecter une parole dans la mesure où les conditions, en raison de l'attitude de la Russie, ne sont pas réunies. Vous parliez de cette ligne rouge, donc à savoir l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Est-ce que ce projet est définitivement enterré? Pas vraiment côté américain? Pas vraiment côté américain. Du côté européen, disons que les positions sont assez différentes. En 2008, alors que le principe de l'adhésion de l'Ukraine comme de la Géorgie à l'OTAN avait été acté par le sommet de Bucarest, aujourd'hui, la France et l'Allemagne hésitent toujours. Certains considèrent que c'est une provocation pour la Russie. À mon avis, ce n'est pas le cas, dans la mesure où l'OTAN est quand même d'abord, il faut le rappeler, une alliance défensive. Et on peut d'ailleurs penser que si tant la Géorgie que l'Ukraine avaient été membres de l'OTAN en 2008, l'invasion de ces deux pays n'aurait pas eu lieu. Donc aujourd'hui, c'est une garantie essentielle de sécurité. Alors ce n'est pas à l'ordre du jour. On parle souvent de ce qu'on appelle une map, c'est-à-dire un document qui permet l'adhésion de ces pays, qui ne sont certainement pas encore mûrs. Mais je pense qu'on ne peut pas dire que l'adhésion à l'OTAN doit être décidée à Moscou. Ce n'est pas une provocation envers la Russie, c'est justement une garantie de sécurité. Si la Russie n'avait pas une attitude agressive, je pense qu'il n'y aurait aucun problème de son côté à ce que l'adhésion de ces pays à l'OTAN puisse être actée. Nicolas Tenzer, est-ce que la Russie, selon vous, a l'intention de passer à l'acte, d'envahir l'Ukraine? Quel en serait son intérêt? C'est extrêmement difficile à dire. Pour l'instant, on a surtout l'impression que Moscou teste la résolution des puissances occidentales, que ce soit les États-Unis ou l'Union européenne. Il y a effectivement cette menace directe qui voudrait, en tout cas dans l'esprit de Moscou, conduire à ce qu'à nouveau les Occidentaux cèdent, mais je crois que là, c'est véritablement un point de non-retour. Donc on ne sait certainement pas quelles sont les intentions russes, c'est une possibilité, ce n'est certainement pas une certitude. On sait que d'ailleurs, dans l'intérêt de la Russie, ce ne serait certainement pas bon qu'il y ait une guerre aussi offensive, mais je pense que c'est une possibilité et qu'il faut très clairement marquer que c'est une ligne rouge absolue. Il faut quand même rappeler que jusqu'à présent, depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir en 2000, pour l'instant, Poutine a toujours réussi à faire céder les Occidentaux. Vous avez eu 20% du territoire de la Géorgie qui a été conquis en quelque sorte par la Russie, l'annexion illégale de la Crimée, l'invasion du Donbass, de fait la rentrée complète du Bélarus dans la sphère russe, les crimes de guerre massifs commis par la Russie en Syrie, avec pour l'instant extraordinairement peu de sanctions à l'égard de ce pays, en tout cas pas des sanctions suffisantes pour arrêter la puissance russe. Donc je pense que pour l'instant, Poutine a gagné ces différentes guerres. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps de dire que cela doit s'arrêter. Nicolas Tenzer sur France 24, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le monde à l'horizon 2030, la règle et le désordre. Les Américains donc, qui privilégient le dialogue avec les Russes, ce n'est pas le cas avec la Chine, puisqu'ils ont annoncé hier le boycott diplomatique des prochains Jeux d'hiver de Pékin. La question des droits de l'homme est invoquée et Pékin réagit. Lou Kisiela à Shanghai. Les mots sont forts. Pékin dit que les États-Unis vont payer le prix de ce mauvais coup et promet de prendre des mesures de rétorsion sans toutefois donner de détails pour l'instant. Pour les autorités chinoises, il s'agit d'une manipulation politique fondée sur des mensonges et des préjugés idéologiques. Hier déjà, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qualifiait l'annonce américaine de fanfaronnade contraire à l'esprit des Jeux. Zhao Lijian rappelait également que, quoi qu'il arrive, la Chine n'a pas invité d'officiels américains sur son sol pour les JO d'hiver et que finalement ce boycott ne change donc rien. La presse officielle ne mâche pas ses mots non plus. Le boycott y est décrit comme perfide et hypocrite. Le Global Times, un journal proche du pouvoir, ajoute même sur Twitter, je cite, que les Chinois sont soulagés par cette nouvelle et que moins il y aura de dignitaires américains, moins il y aura de virus. Un tacle donc aux difficultés américaines à endiguer le Covid-19 sur leur sol. Toujours sur Twitter,
ailleurs, un diplomate chinois considère, lui, que cette annonce est un affront fait à 1,4 milliard de Chinois. Des réactions de colère donc, et ce boycott ravive les tensions entre les États-Unis et la Chine. Pourtant, le mois dernier, Xi Jinping et Joe Biden s'étaient entretenus lors d'un face-à-face virtuel, faisant alors naître l'espoir que les relations entre les deux premières puissances mondiales s'améliorent. Mais cet espoir semble déjà loin aujourd'hui. En bref, au Burundi, les flammes ont ravagé la prison centrale de Gitega. C'est à Bujumbura, la capitale. Il y a au moins 38 morts, 69 blessés grièvement. Et le bilan pourrait encore s'alourdir puisque la prison était surpeuplée. L'incendie a été causé, selon les autorités, par un court-circuit. Et puis au Bénin, l'opposant Joël Aïvo, condamné à de la prison, 10 ans de prison pour trahison. Sa candidature à la dernière présidentielle avait été retoquée. Il avait d'ailleurs été arrêté juste après le scrutin. La justice l'a donc reconnu coupable ce mardi de complot contre l'autorité de l'État et de blanchiment de capitaux. Joël Aïvo évoque pour sa part une vengeance politique. La guerre en Éthiopie, l'armée semble reprendre l'avantage. Elle assure avoir repris 2 villes clés aux rebelles tigréens, Dessi et Kombolcha. Il y a encore quelques jours, les insurgés étaient à moins de 200 km de la capitale, Addis Abeba. Mais désormais, c'est le Premier ministre lui-même qui dirige les opérations sur le terrain. Et à l'entendre, ça change tout. Écoutez-le. Nous avons dit que l'Éthiopie ne sera pas vaincue parce que nous comptions sur vous. La plupart des zones de la région Amara, la totalité des villes de Shewa, Bati et la zone spéciale de Kémis, certaines parties de Wello, le sud de Gondar, mais aussi la totalité d'Afar ont été libérées. Nous continuerons de la même manière dans les villes qui nous restent à reconquérir. Rien ne nous arrêtera, nous allons frapper l'ennemi et nous allons gagner. Le coronavirus à présent, et la France fait partie à nouveau des mauvais élèves, puisque les Américains déconseillent les voyages sur notre territoire à cause de la 5e vague qui est fulgurante. Le gouvernement veut à tout prix éviter la fermeture des écoles et il a pour cela renforcé le protocole sanitaire dans les classes et les cours de récréation. Aurélia Chopin. Masque obligatoire dans la cour, la mesure est désormais étendue à toutes les écoles primaires. En Loire-Atlantique, les élèves avaient déjà repris cette habitude depuis le 8 novembre, pas toujours évident. C'est gênant quand on court dans la cour de récréation. J'arrive pas à expirer et même aussi, quelquefois, c'est quand le nez coule, ça me gêne un peu. En région parisienne, ce matin, l'annonce divise les parents. L'avantage, il fait froid, ça les protège aussi du froid. Donc, en tout cas, ce qu'elle m'avait dit ce matin, maman, j'ai froid, je mets le masque. Donc voilà. C'est très compliqué pour eux de gérer ça. Moi, je sais que mon fils il a eu du mal avec le masque. On a demandé aussi un aménagement au début parce qu'il a du mal à respirer. Port du masque aussi et distanciation pendant les cours de sport en intérieur. Autre changement à la cantine. Les élèves devront déjeuner par classe pour éviter les brassages. Forcément, ça allonge le temps de restauration. Et puis, quand les locaux sont petits ou pas forcément ou moins adaptés, voilà, ça peut effectivement complexifier l'opération. Mais bon, on l'a déjà fait, hein, donc on va remettre en place les protocoles qui avaient déjà eu lieu il y a quelques mois. En revanche, pas de retour à la fermeture de classe au premier cas de Covid. Et le danger est là pour les syndicats enseignants. On a une contamination très importante, plus de 33 000 élèves contaminés la semaine dernière. Et nous demandons toujours au ministre de revenir au protocole qui permettait de fermer la classe dès le premier cas de Covid. Parce qu'on a vu la semaine dernière des enfants qui étaient négatifs à J0 ou à J+1 et qui devenaient positifs dans la semaine. Le renforcement du protocole sanitaire dans les écoles permet pour l'instant au gouvernement d'écarter l'idée de vacances anticipées. Merci de votre attention. L'info continue sur France 24.